je vais essayer d'apporter ma petite contribution à cette histoire, avec mon point de vue, évidemment. Je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Je fais référence à des faits, à des dates, à des citations, et ceci pour ouvrir un débat et pour mesurer que si nous allons à l'école, ou si nous sommes allés à l'école, si nous sommes à l'école, et si nous irons à l'école, c'est pas quelque chose de donné d'avance, mais que c'est le fruit d'un long combat. D'ailleurs, hier ou avant-hier, avec Lynn, on était avec un collectif de jeunes réfugiés, qui sont donc des mineurs, et devant le bâtiment de l'éducation nationale à Marseille, ils disaient « Nous voulons aller à l'école ». Alors, quand nous-mêmes, on est à l'école, c'est quelque chose qui a une certaine résonance de voir des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas le droit d'aller à l'école et qui réclament le fait d'aller à l'école, c'est quelque chose d'important. Alors comme ça a été dit précédemment, même si auparavant, et dans l'exposition, il y a des documents très intéressants à ce sujet, pour l'Ancien Régime, mais il faut bien dire que 14 juillet, la Bastille, la Révolution française, c'est là que ça commence. Alors pour vous faire ressentir la chose, à l'époque des rois, en 1557, donc c'était 30 ans avant la Révolution française, voilà ce que disait une déclaration royale du gentil Louis XVI. Il disait « Tous ceux qui seront convaincus d'avoir composé, fait composer ou imprimer des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à porter atteinte à notre autorité royale, à troubler l'ordre et la tranquillité des États, seront punis de mort. » Voilà la situation telle qu'elle était avant que l'on renverse le régime de la royauté. Je vais aussi faire référence à un certain nombre de personnes, de personnages. Certains vous les connaissez, d'autres vous ne les connaissez pas. Je vous les cite rapidement, on va les retrouver. Il y a un certain Talleyrand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a Condorcet, il y a Danton, il y a Robespierre, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Lazare Carnot. Il y a aussi Hippolyte Carnot, son fils. Il y a Ferdinand Buisson, Jules Ferry, ne pas confondre avec Luc Ferry, ministre il y a quelques années, Paul Père, René Coblet, Camille C, Aristide Briand, etc., sous la Troisième République. Mais aussi, en 1971, la Commune de Paris, des gens comme... eh bien voilà, je ne me souviens plus des noms, mais si, c'est Courbet, c'est Édouard Vaillant, et un certain nombre d'autres, et puis aussi des adversaires de l'école laïque. Parce qu'il y a eu tout au long de cette histoire, depuis plusieurs siècles, des gens qui étaient contre le fait que les enfants du peuple puissent apprendre à lire et à compter autrement que sous le pouvoir de l'Église ou de l'État. Et on verra aussi que cette histoire, c'est pas une histoire tracée comme une avenue, une belle avenue, hein. C'est compliqué, c'est des contradictions, ça se bagarre, ça revient en arrière, etc. Alors, donc 1789, le peuple prend le pouvoir, grosso modo. Dans le domaine scolaire, il s'agit de mettre en œuvre, est-ce que vous avez déjà entendu parler des philosophes comme Voltaire, comme Rousseau, qui ont représenté ce qu'on appelait le siècle des Lumières, c'est-à-dire se dégager de tout dogmatisme, qu'il soit religieux ou autre. Et en particulier donc, ces philosophes des Lumières, ils avaient trois ennemis: l'Église catholique qui dirigeait tout, la noblesse, qui était sous Louis XIV de plus en plus d'ailleurs parmi les courtisans au château de Versailles, et la monarchie verticale, le roi décidant de tout dans tous les domaines. Alors maintenant, pour nous retrouver dans les dates, parce que tout le monde n'est pas ici un spécialiste de la Révolution française. Moi-même, d'ailleurs, j'ai dû regarder un petit peu dans le détail comment ça se passait. Il y a eu plusieurs étapes, parce qu'on nous dit la Révolution, 89, point à la ligne. Non, non, c'est pas si simple. Il y a donc eu, le 17 juin 1789, en dépit de ce que voulait le roi, les députés du peuple, enfin du tiers-État,
décident d'éjecter la noblesse et l'Église et font ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et ils vont faire une constitution. Est-ce que c'est une constitution de la République? Pas du tout, à l'époque. C'est une constitution avec un monarque, mais simplement il y a un parlement, monarchie constitutionnelle. Vous voyez, un chef d'État qui a tous les pouvoirs et un parlement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aujourd'hui. Ensuite, en 1791, il y a une élection d'une assemblée législative, où d'ailleurs il n'y a pas vraiment le suffrage universel, c'est simplement les plus riches qui votent, et c'est devant cette assemblée législative qu'un dénommé Condorcet, qui est à l'origine de notre école, de votre école, il va faire un rapport qui sera célèbre sur l'instruction publique. Et puis, donc c'est 1791, et le 10 août 1792, c'est l'abolition de la monarchie. Pour des raisons qu'on pourra peut-être expliquer, Louis XVI dégage, c'est l'Assemblée constituante qui prend le pouvoir et qui représente à ce moment-là, véritablement, au nom du suffrage universel, le peuple. Et il va faire une constitution de 1793 qui sera une constitution magnifique, où le peuple aura tous les pouvoirs, y compris celui de s'insurger contre une autorité qui serait contraire à ses intérêts. Malheureusement, parce qu'il va y avoir la guerre, cette constitution ne sera jamais appliquée. Alors dans ce paysage-là, en 1780, au moment de la constitution de 91, pour l'Assemblée législative, il y a un dénommé Condorcet, qui est un philosophe, un des derniers philosophes, qui a des idées très avancées en matière notamment d'instruction publique, et qui va présenter un rapport, parce qu'il est député, il va présenter un rapport à l'Assemblée. Et quelque chose d'extraordinaire, parce que jusqu'à présent, le peuple n'avait pas droit à apprendre à lire et à écrire, il va présenter un projet d'instruction publique qui sera normalement donc obligatoire, qui devrait être gratuite et qui devrait donc être libre en ce qui concerne l'enseignement donné aux enfants. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça, je vous l'avais dit. Parce que dans la Révolution française, c'est fait par qui? C'est fait par des bourgeois qui ne veulent plus du roi, parce qu'avec le système de la monarchie et du roi, ils ne font pas leurs affaires. Donc ils ont besoin, ils défendent l'instruction publique, comme le veut Condorcet, mais aussi, ils veulent défendre leurs intérêts de commerçants, d'industriels, y compris même, il y en a certains qui font la traite des esclaves, comme à Bordeaux, dans les ports, ce sont notamment des Girondins, et qui sont très très inquiets parce qu'au moment où l'Assemblée législative va discuter de la Déclaration des droits de l'homme, ils se disent « mais nous avons peur que cela nous conduise à la suppression de la traite des Noirs », c'est-à-dire à la traite des esclaves. C'est-à-dire que les mêmes qui veulent la liberté démocratique au nom des valeurs universelles pour tous les citoyens en France, par ailleurs, ils considèrent qu'il est très important de sauvegarder leurs intérêts dans les colonies, et en particulier pour l'esclavage. Condorcet, lui, qui est un démocrate, il est contre l'esclavage, mais il n'est pas pour que ça soit supprimé tout de suite, et il faudrait mieux une disparition par étapes, sans ça, ça sera la pagaille d'après lui. Alors, c'est pas si simple. En 1791, sur cette question de l'esclavage, et vous allez voir que c'est relié à la question de l'enseignement, l'Assemblée nationale proclame en 1791 le principe suivant sur le sol de la métropole, de la France, que tout esclave qui vient est affranchi. Mais pas dans les colonies, pas sur les territoires, ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires d'outre-mer. Et seuls les hommes noirs libres, qui ne sont pas esclaves, en 1792, auront l'égalité des droits, et l'un d'entre eux sera même député. Ceci dit, il y a d'un côté ce que pensent les grands de ce monde, les députés, ceux qui dirigent, et puis il y a d'autre part ce que pense la population, le peuple. Et dans les départements, enfin dans les territoires d'outre-mer, dans les colonies, il y a une révolte, et en particulier une révolte historique qu'on doit connaître à Saint-Domingue, qui est maintenant Haïti, et qui a été notamment dirigée par un certain Toussaint Louverture, et qui a mis en place la première république noire indépendante. Et du coup, la convention
dont j'ai parlé tout à l'heure, le 4 février 1794, sera amené à abolir l'esclavage. Ce n'est pas des gens bien pensants qui ont donné aux esclaves le droit d'être affranchis, c'est la mobilisation des populations mises en esclavage elles-mêmes qui aboutit à ce qu'il y ait cette abolition. Et ça a un impact dans l'enseignement parce qu'en particulier, sur la métropole, à Paris, vont être ouverts des établissements, notamment à Paris, d'un collège qui sera ouvert aux enfants noirs et métis, ce qui n'était pas le cas. Donc vous voyez comme quoi la Révolution française comporte des contradictions et en même temps tout un développement pour la défense des libertés qui inclut aussi la question de la libération de tous ceux qui sont asservis. Alors, le 20 avril 1792, Condorcet a son rapport à faire devant l'Assemblée législative. Et c'est mise en application de la Constitution qui avait été faite en 1791. Bien. Alors voilà ce qu'il dit, notre ami Condorcet. Alors, je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale, comme ça, là, personne ne peut contester, et je vais vous lire ce qu'il veut faire et ce qui va se passer. Il va y avoir, comment dire, quelque chose qui va entraver ce que veut faire Condorcet. Condorcet distingue l'instruction de l'éducation, dont les fondements reposent sur l'enseignement de la morale. Il dit « Les principes de la morale, enseignés dans les écoles et dans les instituts, seront ceux qui, fondés sur nos sentiments naturels et sur la raison, appartiennent également à tous les hommes. » C'est-à-dire que c'est une morale partagée par tout le monde, ce n'est pas une morale décidée par un gouvernement, un roi ou qui que ce soit, ou une église. Il s'agit d'assurer le développement des capacités de chacun et de tendre au perfectionnement de l'humanité. Le plan se caractérise notamment par l'égalité des âges, des sexes, devant l'instruction, c'est-à-dire les filles et les garçons, l'universalité et la gratuité de l'enseignement élémentaire, tout le monde, pour tout le monde, et la liberté d'ouverture des écoles. Il n'y a pas une école, l'État n'a pas à imposer sa loi, on peut faire en définitive ce qu'on veut du moment qu'on est dans le cadre des droits à l'instruction et des programmes nationaux. Mais Louis XVI, qui à l'époque est encore roi, je vous ai dit que c'était la monarchie constitutionnelle encore, hein, c'était pas la République. Louis XVI, dont l'épouse c'est Marie-Antoinette, vous l'avez vu peut-être si vous avez vu la cérémonie d'ouverture des JO, elle chantait le Ça ira, mais elle avait la tête coupée, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc Louis XVI, il voit arriver Condorcet voit arriver Louis XVI dans l'Assemblée, et qu'est-ce qu'il dit Louis XVI, qui est un drôle de fiefé coquin, c'est que son beau-frère, le roi de Bohême, enfin l'empereur d'Autriche, quoi, voudrait bien l'aider, mais pas que ça apparaisse. Et donc il concocte un plan, Louis XVI, pour dire, voilà, si on se met en guerre contre l'empereur d'Autriche, ça va semer la zizanie dans la France, qui est une France révolutionnaire, et peut-être que si jamais la Révolution perd la guerre, ça va me permettre de retrouver tous mes pouvoirs. Et alors donc Louis XVI arrive, il interrompt Condorcet, allez hop, tu te mets un, et il propose de déclarer la guerre à son beau-frère, au roi de Bohême, un empereur d'Autriche, parce que c'est le frère de Marie-Antoinette. Vous suivez à peu près? C'est bon? Bien. Et alors, Condorcet, au lieu de dire, non de là, j'ai mon plan d'instruction publique, il faudrait quand même l'appliquer, il accepte, parce qu'il dit Girondin, justement, il est avec les Girondins. Et il accepte et il dit, bon, ben oui, effectivement, en France, tout le monde est digne de liberté, il y a les méchants qui sont à Coblence, c'est les nobles qui ont immigré. Voilà. Alors le lendemain, donc il accepte que son plan soit interrompu par le roi. Et le lendemain, il termine la lecture de son projet, l'Assemblée vote, très bien, mais on diffère la publication et la mise en œuvre. On y reviendra parce que de ce plan-là, il n'y aura qu'un seul article qui sera adopté, mais c'est pas n'importe quoi, et on y reviendra. Cet article, il dit « Les écoles primaires formeront le premier degré d'instruction, on y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens, les personnes chargées de l'enseignement de ces écoles s'appelleront instituteurs. » C'est-à-dire que le nom d'instituteur, vous connaissez ça, l'instituteur, eh bien, il date de cette époque-là, de 1792. Alors ensuite,
dans le développement de la Révolution, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, hein, la royauté abolie, on coupe la tête à Louis XVI, etc. Et c'est la Convention. Et sous la Convention, qui n'est pas facile, parce que justement, comme la guerre a été déclarée auparavant, c'est extrêmement difficile à la fois de transformer un pays de monarchie à république, et en même temps d'être confronté à la guerre avec tous les rois d'Europe. Mais Robespierre, vous avez peut-être entendu parler de Robespierre, ou vous avez peut-être vu une rue Robespierre, ou une école Robespierre, il soutient un plan d'éducation nationale proposé par un certain Lepelletier de Saint-Fargeau, qui dit qu'il faut non seulement instruire, mais aussi il faut éduquer les enfants, leur donner une morale, et que l'État doit prendre en charge l'éducation des enfants entre 5 et 12 ans. Et Danton, alors vous entendrez certainement cette formule, le 13 août 1793, c'est pour défendre ce plan qui dit « Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. » Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. C'est-à-dire manger, oui, mais pas rester bête. Alors ensuite, Robespierre va tomber, il va lui-même être l'objet de la contre-révolution en Thermidor, et puis après, je suis obligé d'aller vite, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a un certain Napoléon Bonaparte qui va prendre le pouvoir, et Napoléon Bonaparte, lui, ce qui l'intéresse, c'est les élites. Donc il va organiser l'université, il va organiser les lycées pour les riches, pour les nobles, enfin les anciens nobles qui deviennent bonapartistes, et puis pour les écoles primaires, pour les écoles dans les communes, lui, il va donner ça à un ordre religieux qui s'appelle les frères des écoles chrétiennes. Alors pour la petite histoire, à l'époque, ils appelaient les frères des écoles chrétiennes les frères ignorantins, pour vous dire un peu le niveau de l'enseignement qu'ils pouvaient avoir. Napoléon, toujours le même, en 1802, il rétablit l'esclavage, là où ça avait été supprimé. Et puis, il va signer avec l'Église catholique un accord pour lui permettre à l'Église catholique d'intervenir dans l'enseignement, ça s'appelle un concordat. Et puis ensuite, Napoléon va faire la guerre dans toute l'Europe et aura toute l'Europe contre lui. Vous savez comment ça va se terminer. Et en particulier, il va être battu, il va être emprisonné à l'île d'Elbe, il va s'enfuir. Pendant 5 jours, il va revenir. Et là, il va se dire, j'étais quand même bête de faire ce que j'ai fait, et il va essayer d'être un peu plus, entre guillemets, humain. Hein, et en particulier en ce qui concerne l'école. Alors d'une part, il va abolir l'esclavage, à nouveau, ce qu'on oublie d'ailleurs, la traite des Noirs va être abolie par décret le 29 mars 1815, mais enfin ça n'aura pas beaucoup de conséquences, vu qu'avec Waterloo, il va vite être débarqué. Et puis, il y a un certain Lazare Carnot, qui va être ministre de Napoléon, et qui va au moins essayer de créer par décret ce qu'on appelle des écoles mutuelles, et en particulier à Paris, une école d'essai d'éducation primaire, organisée de manière à pouvoir servir de modèle et à devenir école normale pour former des instituteurs primaires. Et ce Lazare Carnot, c'était un Lazare Carnot qui a été célèbre parce que ça a été lui qui a organisé la victoire des soldats de l'an 2, des soldats de la Révolution française, contre l'ensemble des armées des monarchies européennes. Alors, après la chute de Napoléon, qu'est-ce qui se passe? C'est la Restauration. Toutes les armées des empereurs d'Autriche, des empereurs de Russie, etc., ils occupent la France. Les Russes, les soldats russes, les soldats de différentes nationalités viennent à Paris. Ils vont enrichir le vocabulaire, parce qu'il paraît que bistrot, le mot bistrot, ça vient de là, ça vient notamment des soldats de l'armée du tsar. Et ils vont mettre en place le frère de Louis XVI. Et comme le fils de Louis XVI, Louis XVII, était mort, c'est Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui va s'appeler Louis XVIII, qui va être roi. Est-ce qu'il va s'intéresser à l'instruction? Oui, parce qu'il y a quand même besoin d'avoir des gens un petit peu instruits. Mais comment? Alors j'ai trouvé une ordonnance de ce Louis XVI, du Louis XVIII, de 29 février 1816,
qui disait la chose suivante. Regardez comment il est enthousiaste pour donner l'instruction au peuple. Louis, donc 18, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, nous étant fait rendre compte de l'état actuel de l'instruction du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque dans les unes et les autres un très grand nombre d'écoles, et que les écoles existantes sont susceptibles d'importantes améliorations. Persuadés qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable à leurs conditions respectives, que cette instruction, surtout lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est non seulement une des sources les plus fécondes de la prospérité publique, mais qu'elle contribue au bon ordre de la société, prépare à l'obéissance aux lois, à l'accomplissement de tous les devoirs. Donc, pour eux, l'école, il faut que ça soit pour l'obéissance, pour l'application du bon droit et l'application de tous les devoirs. Alors Louis XVIII va mourir. Il est remplacé par son frère, un plus jeune frère, qui est un peu foufou. Il s'appelle Charles X. Il s'imagine qu'il est revenu à l'époque de la monarchie absolue. Ceux qui ont la chance de voyager et d'aller à Reims, par exemple, vous verrez dans un musée à Reims tous les magnifiques vêtements et tout le décorum qui a entouré Charles X lorsqu'il a été devenu roi. Et donc, Charles X, qui veut remettre en cause toutes les libertés, les peu de libertés qui existaient, la presse, le droit de réunion, etc., est chassé par une nouvelle révolution. 1830, ça ne nous rajeunit pas, et qui permet à un dénommé Louis-Philippe de prendre le pouvoir. Alors, Louis-Philippe, c'est le petit cousin de Charles X. C'est l'autre famille, ce qu'on appelle les Orléans, qui lorgnent toujours sur le pouvoir et qui disent « pousse-toi de là que je m'y mette ». Alors, comme il veut jouer un peu le démocrate, il dit « je ne suis pas roi de France, je suis roi des Français ». Je ne veux pas du drapeau royal avec les fleurs de lys blanches, je reprends le drapeau de la Révolution, le drapeau bleu-blanc-rouge. Très bien, Louis-Philippe. Bon, enfin, ceci dit, ça ne changeait rien au fait qu'il était toujours roi, et ça ne changeait rien au fait que, par exemple, il avait un ministre qui s'appelait Guizot, et pour vous donner un peu l'idée du personnage, pour Guizot, qui était ministre de l'enseignement, en fait d'instruction, l'État et l'Église sont les deux seules puissances efficaces. L'État et l'Église. Point. Mais Guizot quand même, parce qu'il y a un besoin de donner, puis on voit bien dans l'exposition qu'il y a des documents qui montrent que même dans les régimes non démocratiques, il y avait malgré tout un besoin populaire qui faisait qu'il y avait quand même des éléments d'école et d'instruction. Et alors le ministre Guizot, il dit il faut créer une école par commune et des écoles normales d'instituteurs, et même un concours de recrutement d'instituteurs. C'est-à-dire que c'est pas simplement le premier venu qui est là, il faut quand même qu'il a un minimum de qualification. Bon, Louis-Philippe, vous verrez dans vos livres d'histoire ou dans vos expositions, il était critiqué, en particulier on le représentait sous une forme de poire. Il avait un visage les caricaturistes le représentaient en forme de poire, ce qui n'empêchait pas d'organiser la répression contre la population lorsqu'elle se révoltait. Et en 1848, on ne veut plus de Louis-Philippe. Louis-Philippe, destitution. Enfin, pas destitution, mais Louis-Philippe, il dégage. Et donc la République est proclamée. Alors la République est proclamée, et il y en a qui disent, ça y est, c'est arrivé, c'est la République sociale, c'est la République où tous les travailleurs vont pouvoir avoir satisfaction, où il y aura tout le peuple qui va pouvoir progresser. Bon, Lamartine dit non, 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 c'est pas ça, rangez votre drapeau rouge, il faut mettre le drapeau tricolore. Il y a quand même un dénommé Hippolyte Carnot, je vous en parle parce que c'est le fils du Carnot dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être ministre de l'Éducation nationale sous ce gouvernement de la Deuxième République. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Pourquoi ça ne dure pas très longtemps? Parce qu'il y a un certain neveu de Napoléon, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III, mais qui se fait élire président de la République. Il se fait élire président de la République, on le connaît à Marseille, quand il va devenir empereur.
C'est lui qui va faire la rue de la République. Mais en fait, qui est maintenant, à l'époque, quand il l'a fait, c'était rue de l'Empereur ou rue de l'Empire. Il y a toujours près, à la Joliette, un café qui s'appelle le Café Impérial, qui date de cette époque. Enfin bon. Revenons à la Deuxième République. Il y a du chômage. C'est une république qui dit qu'elle est pour les travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour des travailleurs qui sont au chômage? On leur donne du travail. Qu'est-ce qu'on donne comme travail? Des ateliers nationaux. Et donc, des milliers de personnes n'avaient pas de travail, commencent à avoir du travail, des emplois, et ont un pécule, ont un salaire. Oh là là, mais ça ne plaît pas. Dans l'Assemblée qui a été élue de la Deuxième République, il y a des gens qui représentent la bourgeoisie, en grand nombre, et qui disent « mais ça coûte trop cher ». C'est comme les allocations chômage aujourd'hui. Hein? Et donc, il y a un certain, on le retrouvera dans le domaine de l'éducation, un certain comte de Falloux, en 1848, qui dit « non, 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 ils font des commissions, tout ce que vous voulez, et qui supprime ces ateliers nationaux. Dans une situation révolutionnaire, ça devient, comment dire, un élément d'explosion, et vous avez une révolution en 1848, mais où les éléments démocratiques bourgeois qui disaient qu'ils voulaient le bonheur du peuple au nom des valeurs universelles de la République, ils ont vu qu'ils ont eu peur de cette révolution ouvrière et ils ont organisé la répression. Alors je vous lis les chiffres. 3 000 à 5 000 personnes ont été tuées, 1 500 ont été fusillés sans jugement, 25 000 ont été arrêtés, 11 000 ont été condamnés à la prison ou la déportation en Algérie que Charles X avait commencé déjà à coloniser. Voyez-vous, comme tout est relié hein, dans l'histoire de l'école, elle est inséparable de l'histoire de notre société, des peuples et des pays. Et donc il y a une coupure entre la classe de la bourgeoisie et la classe des salariés, la classe des travailleurs. Alors le comte de Falloux, dont je vous parlais, on disait que c'était un républicain du lendemain, d'ailleurs pas très... Et il est nommé ministre de l'instruction publique par le président Louis-Napoléon Bonaparte. Mais c'est un catholique libéral, on dit. Vous voyez, c'est un gars qui dit moi je ne suis pas d'accord pour que Napoléon devienne empereur, Napoléon III, et donc il va démissionner. Mais avant de démissionner, il va faire une loi. Et cette loi, elle est terrible. Parce qu'elle représente un principe. Le comte de Falloux, il dit, voilà, Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête des civilisations. Et il y aura 3 lectures à l'Assemblée, le 15 mars 1850, pour adopter cette loi qui autorise l'enseignement catholique dans le primaire comme dans le secondaire, qui permet au Vatican d'influer sur les programmes, et qui fait que les évêques, par exemple à Marseille, ce serait Monseigneur Aveline, qui serait membre de droit du conseil académique, qui déciderait des programmes dans les écoles. Et l'école est sous la surveillance à la fois du maire et du curé. Alors déjà, il y avait une loi qui donnait au préfet le droit de révoquer les enseignants, les instituteurs, et là, il suffit que le curé dise « moi, celui-là, il ne me plaît pas », et le maire aussi, et l'instituteur est renvoyé. Mais il y a un personnage que vous connaissez, vous savez, vous connaissez l'histoire, dans une brocante, faites attention, si on vous vend un vinaigrier avec écrit V et H, c'est pas du tout, ça appartenait pas à Victor Hugo. Hein. C'est vinaigre et huile, c'est pas pareil. Alors donc, Victor Hugo, en 1850, il fait un discours où il dit « Pour moi, l'idéal de l'enseignement, le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. Obligatoire au premier degré, gratuite à tous les degrés. L'instruction primaire obligatoire, c'est le droit de tous les enfants, qui, ne vous trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l'État. » Si vous voulez que je m'arrête pour qu'on débatte, il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, du tout. On a un rendez-vous avec votre sous-poste. Bon rendez-vous alors. On aura à vous vendre la brochure. Pas de souci. 2 €. De toute façon, on est avec eux sur l'atelier vidéo. Très bien. Alors, bon après-midi. Donc, en ce qui concerne Victor Hugo, il disait « L'instruction primaire est obligatoire, devrait être obligatoire, c'est le droit de tous les enfants.
Voici donc, selon moi, l'idéal de la question, un immense enseignement public donné et réglé par l'État, partant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut encore jusqu'à l'Institut de France. Messieurs, disait Victor Hugo, c'est la main du parti clérical, je redoute cette main, je veux briser l'arme, je repousse le projet, j'aborde tout de suite et de front la seule objection qui ait une apparence de gravité. On nous dit, vous excluez le clergé du conseil de surveillance de l'État, vous voulez donc proscrire l'enseignement religieux? Je veux l'enseignement de l'Église en dedans de l'Église et non en dehors. En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. Alors face à 1850, face à Victor Hugo, en 1850, face à Adolphe Thiers, qui était orléaniste, donc pour Louis-Philippe, mais qui depuis est devenu bizarrement républicain, défend la loi Fallot. Et il dit la chose suivante. Si l'école devait toujours être tenue par le curé ou par son sacristain, je serais loin de m'opposer au développement des écoles pour enfants du peuple. Il dénonce les instituteurs comme autant de socialistes et de communistes. On est en 1850. Adolphe Thiers fit même supprimer le concours de recrutement, faute de pouvoir supprimer les écoles normales elles-mêmes comme il aurait aimé le faire. Il les remplace par une simple enquête administrative et il dit « J'aime mieux pour maître d'école un ancien sous-officier qu'un élève sortant de l'école normale. » Sans doute est-ce l'inspiration de ceux qui ont créé le service national unifié. Alors Montalembert, qui est un autre député, défenseur catholique de la loi Fallou, il déclare « Il n'y a pas de milieu, il faut aujourd'hui choisir entre catholicisme et socialisme ». Alors rappelons que c'est en 1848 qu'a été publié le manifeste du Parti communiste de la première internationale. Revenons donc à Napoléon III, qui après son coup d'État du 2 décembre 1851, parce qu'un décret du 10 avril 1852 faisait obligation aux instituteurs du public de prêter serment à Napoléon III, que Louise Michel a décidé d'enseigner dans le privé, et que Ferdinand de Buisson, qui sera un des constructeurs de l'école publique sous la Troisième République, pour la même raison, ira enseigner à l'étranger en Suisse. Et d'un certain point de vue, c'est à la réflexion, mais il y a 5 ans, l'article 1er de la loi de l'école de la confiance de M. Blanquer avait été unanimement condamné par les enseignants et leurs syndicats comme une tentative faite au nom de l'engagement et de l'exemplarité, sous prétexte des droits et obligations des fonctionnaires, de les empêcher d'exprimer leurs opinions sur l'état de l'école publique. De fait, il y a un lien indissoluble entre la démocratie et l'école. C'est le propre des régimes antidémocratiques de faire des fonctionnaires non pas des agents des services publics, relevant du peuple, pour le peuple, mais des subordonnés de l'État et de son chef. Ainsi, on a vu qu'à Vichy, la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 de Pétain obligeait les fonctionnaires et donc les enseignants à prêter serment au chef de l'État français. Et d'ailleurs, pour revenir à la période de Napoléon III, Hippolyte Carnot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on le retrouvera à plusieurs reprises, qui a été élu dans les assemblées du corps législatif sous l'Empire, il ne va pas siéger parce que Napoléon III demandait même aux députés de prêter serment à sa propre personne. Alors l'histoire est très complexe. Elle a un rapport évidemment avec l'évolution sociale et des classes sociales. Dans la bourgeoisie au XIXe siècle, il y a des oppositions et des contradictions. Il y a une bourgeoisie, on dirait, industrielle, qui veut développer l'économie, qui est attachée à son développement, au développement des forces productives, du progrès, d'une part, et qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et puis d'autre part, il y a les milieux des banques, qui sont liés en plus aux copains et aux coquins du pouvoir impérial, ainsi qu'à l'Église. Et de ce point de vue, entre les deux, il y a une contradiction. Est-ce qu'on va mettre en place une école pour former la jeunesse, ou au contraire, est-ce qu'on va la livrer définitivement à l'Église et à la domination de l'État impérial?
Alors ce qui fait qu'à un moment donné, parce que Napoléon III aura plusieurs évolutions durant son règne, d'autoritaire à libéral, mais il y aura un ministre de Napoléon III, Victor Duruy, qui a pu dire « Il est d'un intérêt social de premier ordre de mettre l'instruction primaire au nombre des grands services publics ». Il rétablit d'ailleurs le concours de recrutement dans les écoles normales. Alors comme vous le savez, encore plus maintenant, puisque nos jeunes amis sont allés à leurs activités, comme vous le savez tous ici, il y a eu la défaite de Napoléon III à Sedan, la proclamation par Gambetta de la République et de la défense nationale le 4 septembre 1870, et en particulier la mobilisation des Parisiens pour la défense nationale et le refus des Parisiens de voir la capitulation de Thiers devant les Prussiens, qui a entraîné la prise en main du pouvoir de la Commune de Paris par les propres habitants, les propres travailleurs de Paris. C'est le début de la Commune en 1871. C'est très important, même si c'est sur une période très courte de notre histoire. Le délégué à l'enseignement pour la Commune, il est résumé ainsi l'émotion qui arrivait des différents arrondissements sur le sujet. Il a dit « L'instruction est de droit absolu pour l'enfant. Elle est indispensable pour que, devenu homme, il soit réellement responsable de ses actes. Elle doit être libre de tout dogmatisme, de toute affirmation qu'il ne peut ni contrôler ni accepter en connaissance de cause. Elle doit être obligatoire, gratuite et laïque. » Et ce qu'il faut savoir dans la Commune, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école, mais il y a aussi la guerre civile, il y a aussi les Versaillais qui s'introduisent et qui vont pourchasser les communards, et que parmi les communards, vous avez des tout jeunes enfants. Vous avez des enfants qui, certes, seraient bénéficiaires du droit acquis par la Commune de Paris en matière scolaire, mais qui vont être aussi sur les barricades et qui vont être des victimes, et pour certains même qui vont être condamnés par le procès des Versaillais. Alors maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la façon dont Karl Marx va réfléchir sur cet aspect de la Commune de Paris. Il va dire dans un livre qui s'appelle « La guerre civile en France 1871 », la Commune se donna pour tâche de briser l'outil spirituel de l'oppression, qui à ce moment-là, c'est le pouvoir des prêtres. Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de la vie privée pour y vivre des aumônes des fidèles, à l'instar de leurs prédécesseurs, les apôtres. La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement et en même temps débarrassés de toute ingérence de l'Église et de l'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l'avaient chargée. Alors cette réflexion, cette discussion va se poursuivre après la répression du mouvement ouvrier en France, après la Commune de Paris. Il faut dire que le mouvement ouvrier français, socialiste, était véritablement décapité. Ils étaient expulsés, exilés, ou ils se cachaient. Et c'est en Allemagne que le débat va se poursuivre. Le développement d'un mouvement ouvrier, d'un parti ouvrier allemand, social-démocrate très important, qui allait se faire et qui allait discuter de cette question de l'école. Et en 1875, toujours Karl Marx donnait son point de vue sur le programme de ce parti. Il disait dans ce programme, on parlait d'une éducation du peuple par l'État. Et il disait, cette éducation du peuple par l'État est chose absolument condamnable. Déterminer par une loi générale les ressources des écoles primaires, les aptitudes exigées du personnel enseignant, les disciplines enseignées, etc. Et comme cela se passe aux États-Unis, surveiller à l'aide d'inspecteurs d'État l'exécution de ces prescriptions légales, c'est très bien, c'est absolument autre chose que de faire de l'État l'éducateur du peuple. Il disait, bien plus, il faut proscrire de l'État au même titre toute influence du gouvernement et des églises. C'est un débat récurrent d'ailleurs. Je ne l'ai pas cité, mais comment il s'appelle, Condorcet lui-même avait abordé cette question en disant que Condorcet disait en 1792, c'était un devoir national de l'État, mais que l'école ne devait aboutir à aucun monopole, ni de doctrine, ni de méthode. Alors nous sommes en 1871, et le fameux Hippolyte Carnot, dont je vous ai parlé, qui a été ministre de l'Éducation nationale en 1848,
qui a refusé de siéger sous Napoléon III parce qu'il fallait prêter serment, et qui se retrouve à l'Assemblée nationale élue sous la pression des Prussiens et uniquement avec les voix de la réaction, une assemblée qui était dirigée par Adolphe Thiers et qui menait la guerre contre la Commune. Eh bien, Hippolyte Carnot se retrouve là-dedans. Et l'historien Rémy d'Alisson, qui a fait une biographie de cet Hippolyte Carnot, qui n'est pas très connu, mais qui mérite sans doute d'être connu. Et il était, comme beaucoup d'ailleurs d'intellectuels, de poètes, de journalistes, etc., qu'on connaît, je ne les citerai pas, mais qui étaient contre la Commune, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et en même temps, il était extrêmement embêté parce qu'il était fasciné, comme dit l'historien, par le volontarisme éducatif de la Commune. Et s'il était partisan de la fermeté contre les insurgés, il a protesté devant les cruelles représailles qui concluent l'épisode et qui rappellent les pires heures de juin 48. Alors, je vous lis ce qu'il disait, cet Hippolyte Carnot, hein, qui n'était pas pour la Commune, hein, mais il disait la semaine sanglante du 21 mai au 28 mai 71 voit en effet Paris incendié et l'armée commandée par MacMahon, qui revient un peu à la mode, reprendre méthodiquement la ville au canon. Les combats sont d'une rare violence et la répression féroce. On amène les fédérés 20 par 20, on les condamne. Conduits sur la place, les mains liées derrière le dos, on leur dit « tournez-vous ». À 100 pas, il y a une mitrailleuse. Ils tombent 20 par 20, méthode expéditive. Dans une cour, rue Saint-Denis, il y a une écurie remplie de cadavres. J'ai vu cela de mes propres yeux. On tue sans distinction et des traces de poudre sur les mains peuvent condamner un homme. On estime à 20 000 le nombre d'exécutions sommaires, soit un quart de la population ouvrière de Paris, contre moins de 1000 décès dans l'armée de Versailles. Plus de 10 000 condamnations, dont 100 à mort, et près de 5 000 déportations en Nouvelle-Calédonie, comme Louise Michel, qui a tant œuvré pour l'école populaire, sont prononcées. En passant d'ailleurs, Louise Michel avait pris position déjà pour les Kanaks. Paris perdu, plus de 100 000 habitants qui fuient à travers un pays pour qui la Commune, cette crise de vomissement, ce règne des plus furieux, ces saturnales de la folie, comme disaient les réactionnaires, devient un repoussoir absolu. Alors ça repousse pour Hippolyte Carnot la victoire prochaine de ses idées éducatives, et pourtant il y pense toujours, il y maintient, et il a un ami. Et cet ami, c'est un certain Jules Ferry. Attention, Jules Ferry était pour Thiers, était avec Thiers. Jules Ferry a été maire de Paris en 1870. Vous avez vu qu'au Zimbabwe, on a décidé de manger de l'éléphant. Eh bien, à Paris, en 1870, l'éléphant du Jardin des Plantes a été mangé parce que les Parisiens n'avaient rien d'autre à manger, encerclés par les Prussiens. Et il était maire de Paris, et donc les adversaires de Jules Ferry l'avaient appelé Ferry la famine. Et Ferry la famine, en réalité aussi, il se réclamait de la République, il se réclamait de la philosophie des Lumières. Et en 1870, en avril, il avait même prononcé un premier discours sur cette question qui s'appelait « Discours sur l'égalité de l'éducation ». Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que de 1873 à 1877, à l'Assemblée de cet État dont on ne savait pas trop quelle forme il allait prendre, puisqu'il y avait une majorité monarchiste dans l'Assemblée, mais qui était divisée entre ceux qui étaient pour la monarchie issue de la branche des Bourbons, et puis ceux de Orléans. Et ils ne sont pas arrivés en s'entendre, notamment sur la question du drapeau, parce que celui qui aurait pu devenir roi à l'époque a refusé que ce soit le drapeau bleu, blanc, rouge. Et donc, malgré tout, il fallait bien organiser les choses, et il y a eu des lois d'organisation. C'est pas une constitution, mais c'est pas encore une république tout à fait. Et en même temps, c'est un régime parlementaire avec un parlement plutôt très, très à droite. On a hérité de cette période, d'ailleurs, parce qu'il y avait une discussion entre les uns et les autres. Ils avaient trouvé au moins un arrangement. Il n'y avait pas de roi, mais il y avait un chef de l'État. Donc il n'y avait pas de roi, mais il y avait un chef de l'État qui avait le pouvoir de dissoudre le Parlement. Ça vient de là. Et il n'y avait pas de roi, mais il y avait, en plus du Parlement, un Sénat, c'est-à-dire une chambre de notables chargée de temporiser, de modérer les députés qui étaient, eux, élus par le peuple.
Donc jusqu'en 1877, c'est l'ordre moral qui règne. Donc il y a 3 lois adoptées de justesse en 1875. Il y a quand même des mesures qui sont prises la même année, en juillet, sur le traitement et la carrière des instituteurs. Mais comme disait, j'ai bien aimé cette citation de Jules Ferry, je vous la livre, de 1876, « Rien n'est simple et facile quand on a le pouvoir contre soi ». Aussi, avec l'arrivée d'une majorité républicaine modérée et opportuniste, en 1877, opportuniste, c'est pas une injure. C'est comme ça qu'étaient caractérisés les républicains comme Jules Ferry, les républicains opportunistes. Le régime prit une forme républicaine avec les 2 grandes figures, Gambetta et Jules Ferry. Et dans l'opposition de gauche à Gambetta et Jules Ferry, on trouvait à l'époque Clemenceau. Clemenceau qui représentait les républicains les plus radicaux et peut-être plus ou moins ceux qui pouvaient se réclamer du mouvement ouvrier qui était encore bien faible à l'époque. Et le président monarchiste qui avait d'abord dissous l'Assemblée, MacMahon, dut finir finalement par se démettre, faute de pouvoir se soumettre, ce qui a été rappelé récemment dans l'actualité de notre pays. Alors à ce moment-là, majorité républicaine, un grand mouvement pour l'enseignement public. C'est là qu'on trouve, par exemple, la création par Jean Massé de la Ligue de l'enseignement. Parce que le problème posé pour les républicains, et y compris Jules Ferry, qui avait bien travaillé sur le terrain électoral, dans les communes rurales, etc. Donc le problème, c'était que le suffrage universel, il fallait le maîtriser. Et pour le maîtriser, il fallait organiser le plus possible l'éducation populaire. Et de ce point de vue, la formule, c'était, de la part de Jean Massé, nous n'avons pas des élections à faire, mais nous avons à faire des électeurs. Ligue de l'enseignement, qui, je le rappelle, a été condamnée à l'époque par le pape. Alors, il faut savoir aussi que Jules Ferry, sur la question de la laïcité, il était comme ci, comme ça. Et c'est des gens comme Paul Bert ou Gambetta, Paul Bert était du côté de Gambetta, qui ont fait pression pour accélérer la laïcisation de l'école. Parce que, en particulier, le problème posé, c'est que le système de l'époque, c'était le concordat. C'est-à-dire que l'État avait son droit de veto en ce qui concerne la nomination des évêques, et il y avait un accord, justement, en contrepartie de la possibilité pour l'Église de pouvoir intervenir, en particulier dans les écoles. Et Jules Ferry n'a jamais été pour la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il était, lui, il pensait que c'était mieux de pouvoir faire pression sur l'Église, de l'intérieur d'un concordat. Et d'ailleurs, il était plus d'une fois en accord, en phase avec le pape de l'époque, Léon XIII, qui lui avait compris que les catholiques français qui voulaient absolument toujours se réclamer de la monarchie, c'était terminé, que jamais l'Église catholique ne pourrait s'en sortir. Et Léon XIII, intelligemment, disait qu'il fallait reconnaître la République. Et c'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs un certain nombre d'encycliques dans lequel il expliquait que pour organiser la société, il fallait se référer à sa doctrine sociale, qui était la collaboration des patrons et des salariés sous le haut patronage de l'État. Mais ça a donné d'ailleurs, entre les 2 guerres, des régimes dont on pourrait reparler. Alors de façon contradictoire avec cela, Jules Ferry a contribué à constituer une force extraordinaire de l'école publique à travers le corps des instituteurs, de ce qu'on a appelé par la suite, je crois que c'est Péguy qui avait dit, les hussards noirs de la République. Et en particulier dans les écoles normales. Alors je voudrais vous lire ce qu'il disait, Jules Ferry, à propos de la création des écoles normales d'institutrices. Il disait « La seule institution qui puisse nous former un corps enseignant d'institutrices, la seule qui soit propre à développer chez elle la solidarité, l'esprit de corps, l'unité de direction pédagogique, la seule qui inspire un sentiment très conciliable avec la modestie personnelle, le légitime orgueil de leur profession. » Alors je me permets de faire un rapide voyage jusque dans les temps d'aujourd'hui pour faire la comparaison et poser la question, est-ce qu'il y aura bientôt un jour une république qui pourra redonner de la fierté et de l'orgueil
aux étudiants qui voudraient enseigner dans l'école publique laïque quand on voit comment sont organisées les formations dans l'université pour des masters, pour des métiers de l'éducation, des métiers parmi d'autres. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet vous donner les chiffres, parce qu'un copain hier me disait, bon tu sais, de toute façon les professeurs des écoles, ils ont des masters, mais enfin bon, tout le monde peut avoir des masters. Alors j'ai regardé les chiffres quand même. Aujourd'hui, alors que les instituteurs étaient des enfants des milieux modestes, jusqu'à leur extinction en 1989. Donc, dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, c'est 23,3% des 25-34 ans ont un master. C'est 13,9% ont une licence, ou une maîtrise. C'est 12,3% qui ont fait les 2 premières années de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire un peu moins de 50%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des 25-34 ans qui n'ont pas de diplôme supérieur. Et si vous regardez au niveau du master, c'est l'Observatoire des inégalités qui nous donne ces chiffres, vous apercevez que pour le master, les enfants d'ouvriers, c'est 8,5%, et d'employés, c'est 12,8%, alors que pour les cadres supérieurs, c'est 40,2%. Je dis en passant également que 46% des étudiants sont obligés de travailler pour leurs études, 56% des étudiants avouent ne pas manger à leur faim. Ça, c'est pour indiquer que, contrairement à ce qu'on nous explique, les grandes réformes concernant la formation des enseignants ne sont pas une réforme qui va dans le sens de la démocratisation de l'enseignement. Moi, je sais que ma grand-mère, aujourd'hui, elle n'aurait jamais pu être directrice d'école comme elle l'a été à l'époque. Alors, je reviens en 1886. Tous les départements, grâce à Jules Ferry, vont avoir une école normale de garçons et 81 d'entre eux déjà une école normale de filles. Jules Ferry, son souci, c'est contribuer au relèvement à la grandeur de la nation, et c'est pour ça qu'il veut créer un corps national d'instituteurs qui tranche avec les instituteurs qu'on recrutait avant sur simple lettre d'obédience des congrégations religieuses. Et puis alors, ce qu'on oublie souvent, c'est que les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses, de Sèvres et de Saint-Cloud, pour les filles c'est Fontenay-aux-Roses, pour les garçons c'est Sèvres et Saint-Cloud, qui vont rassembler des chercheurs et des professeurs des universités, elles étaient faites à l'origine pour former les professeurs des écoles normales, qui eux-mêmes formaient des instituteurs. C'est-à-dire, c'est ce qu'expliquait Victor Hugo, c'est-à-dire la plus petite école communale de la plus petit village avait un instituteur qui avait été formé par des professeurs qui avaient eux-mêmes été formés par le niveau le plus élevé de l'enseignement et de la recherche. Et c'est aussi, d'un certain point de vue, la réalisation des objectifs de la Révolution française est comme une victoire différée de la Commune de Paris. Alors c'est vrai, on peut dire, ça je vais vous donner mon point de vue, à côté de ce primaire supérieur, il y avait la filière des lycées, qui était essentiellement pour les enfants de la bourgeoisie. Il y avait 2 systèmes différents qui cohabitaient, chacun avec de grandes qualités et avec des défauts propres à une société inégalitaire. Il y a eu la volonté de chercher une solution, notamment dans les années 30, en disant il faudrait unifier tout ça. Mais le problème posé, en définitive, c'est que, d'un point de vue concret et sérieux, lorsque ces 2 systèmes ont fusionné, ça a donné les CES sous la Ve République. Et je ne sais pas si vraiment ça a supprimé l'inégalité sociale. Et en ce sens, l'actualité d'aujourd'hui sur les groupes de niveau, ce qu'on appelle le choc des savoirs, démontre à nouveau que nous sommes confrontés au même problème. Alors je voudrais rappeler les lois fondamentales de notre école publique laïque. Je ne fais que répéter ce qui est sur les magnifiques panneaux de l'exposition. Mais ça fait du bien de le rappeler. 28 mars 1882, loi de laïcité et d'obligation scolaire. Les programmes, les locaux, la vie scolaire est laïcisée. L'obligation scolaire va de pair avec la liberté, c'est ou bien à l'école publique, ou à l'école privée, ou dans la famille.
Le 16 juin 1882, c'est la gratuité. Le 30 octobre 1886, c'est la structuration de la laïcisation des enseignants sur un plan de 5 ans, où les enseignants congrégationnistes sont évidemment exclus, et ils sont remplacés par des enseignants laïcs. L'évolution du budget de l'enseignement primaire démontre la réalité concrète de l'engagement quand on parle de questions budgétaires. Et c'est pas dire que la Troisième République était riche, forcément. Mais regardez bien, en 1870, l'école primaire était financée nationalement avec 12 millions. En 1882, par 30, et 100 millions en 1889. Les progrès dans le domaine scolaire ne sont pas séparables, à mon avis, des progrès, même si quelquefois c'est limité ou ça va prendre du temps, conquis dans le domaine social. Parce que, bien évidemment, les enfants, s'ils travaillent à l'usine, ils ne peuvent pas être à l'école. À l'époque de Guizot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je suis passé rapidement, mais il y a eu quand même une loi pour interdire le travail des enfants avant 8 ans, à l'époque. Alors, la Troisième République aura à son actif la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celle du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, celle du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association, loi un peu ébréchée aujourd'hui par l'obligation faite aux associations de prêter un serment de laïcité sous peine de ne plus pouvoir percevoir de subventions publiques. La loi du 5 avril 1884 qui fait de la commune la base de la démocratie. Et la loi du 21 mars 1884 sur la liberté syndicale, qui, sous certains aspects et dans certaines communes, est mise en cause. Arrêtons-nous un instant sur l'année 1894. Toujours l'histoire de la famille Carnot. Parce que le président de la République, qui, vous vous souvenez peut-être, a été assassiné par le militant anarchiste Caserio, c'est Sadi Carnot, la place Sadi Carnot est connue à Marseille, qui est le fils d'Hippolyte Carnot, voyez-vous. Et cet acte, qui a été suivi par l'exécution de Caserio, parce qu'il y avait une mobilisation, notamment justement des anarchistes, parce qu'il y avait des lois scélérates de 1893 contre les anarchistes, qui, je l'ai découvert, n'ont été abrogées qu'en 1892. L'anarchie était un crime jusqu'en 1992, je signale en passant. C'est là que les militants anarchistes ont abandonné la politique des attentats pour se tourner vers le mouvement ouvrier et commencer à s'organiser avec la Fédération des bourses du travail, et notamment avec Fernand Pelloutier, dont on parlera tout à l'heure. Et lors de la création de l'école laïque gratuite obligatoire, alors même qu'en 1884, la classe ouvrière obtient la liberté de se constituer des syndicats, la Troisième République l'interdit aux enseignants comme à tous les fonctionnaires. Jules Ferry, en 1881, quand il parle aux instituteurs, il leur dit que le droit de bourgeoisie dans cette grande université de France vous est reconnu. C'est-à-dire qu'une aspiration de la classe des enseignants et des instituteurs, en gros à la classe dominante, même si ils avaient des petits salaires. Et en particulier, il ne sera pas d'accord avec un congrès national des instituteurs qui va se dérouler à Paris en 1887 et qui va déboucher sur la création d'amicales professionnelles. Ils n'avaient pas le droit de syndicat, ils ont fait des amicales professionnelles, et Jules Ferry a dit, c'est quand même pas normal, vous auriez dû vous cantonner à parler de pédagogie, alors qu'ils ont parlé de salaire, de conditions de travail, bref, des intérêts matériels et moraux. Ferdinand Buisson, qui sera son directeur au ministère, sera plus futé d'un certain point de vue. Il va jouer un rôle très important au ministère, et il dira plus tard, en 1909, que l'instituteur de l'école laïque, institué par la République, a appris le mot prolétariat et il l'emploie. Il lui arrive, dit-il, de prendre parti pour l'ouvrier contre le patron. Les instituteurs, à ce moment-là, seront le trait d'union entre les villes et les villages, entre les paysans et les ouvriers. Toute chose peut-être que nos gouvernants qui ont supprimé tant d'écoles rurales,
tant d'écoles à classe unique n'ont pas mesuré pleinement, et on voit un peu les conséquences aujourd'hui. Alors l'État, face aux amicales professionnelles, il veut les encadrer. Et face à ça, les instituteurs disent non, on ne veut pas être encadré par l'État. Et ils ont fait une fédération de syndicats qui va adhérer à la vieille CGT de l'époque. Et ils vont, en 1905, faire un manifeste des instituteurs syndicalistes. Donc, je vais vous lire quelques extraits parce que ça me semble d'actualité par rapport même à ce qu'on demande aujourd'hui aux enseignants. Ils disent « Notre enseignement n'est pas un enseignement d'autorité. » Ils disent « Ce n'est pas au nom du gouvernement, même républicain, ni même au nom du peuple français que l'instituteur confère son enseignement. C'est au nom de la vérité, tout simplement. Les rapports mathématiques, les règles de grammaire, non plus que les faits d'ordre scientifique, historique, moral, qui le constituent, ne sauraient dès lors être soumis aux fluctuations d'une majorité. Il découle de ces principes que le corps des instituteurs a besoin de toute son autonomie, et les instituteurs eux-mêmes de la plus large indépendance. Or, cette autonomie du corps enseignant primaire et cette indépendance de ses membres ne peuvent être pleinement réalisées que par la constitution en syndicat des associations professionnelles d'instituteurs. C'est enfin pour des raisons morales de l'ordre le plus élevé que les instituteurs réclament le droit de se constituer en syndicat. Ils veulent rentrer dans les bourses du travail, ils veulent appartenir à la Confédération générale du travail. Les syndicats doivent se préparer à constituer des cadres des futures organisations autonomes auxquelles l'État remettra le soin d'assurer sous son contrôle et sous leur contrôle réciproque les services progressivement socialisés. Telle est la conception syndicale que nous voulons porter dans les bourses du travail, et telles sont les raisons d'ordre théorique et d'ordre pratique pour lesquelles nous demandons au pouvoir législatif de reconnaître aux associations professionnelles d'instituteurs la capacité syndicale. Ce sera un long combat, puisqu'il faudra attendre la libération de 1946 pour que les instituteurs aient véritablement le droit aux syndicats, même s'ils l'auront imposé par le fait, on y reviendra, dans le rôle qu'ils ont pu jouer dans les années 30. Mais à ce moment-là, dans les années 1880, ce n'est pas une situation française, c'est mondial. J'ai fait référence à la première internationale tout à l'heure. Le mouvement ouvrier s'organise partout, en dépit de la répression. Le 1er mai, dont on dit aujourd'hui, c'est bon, c'est le muguet, on est content, etc. Mais le 1er mai 1886, à Chicago, 4 grévistes sont pendus, un 5e est amené à se suicider. En juillet 1889, un congrès ouvrier à Paris décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs. Est-ce que c'est incongru dans le cadre d'une telle conférence que de rappeler que les lois scolaires, en même temps qu'il y a eu les lois scolaires, en même temps il y a eu les lois sociales? C'est qu'en 1890, on a interdit le travail de nuit pour les enfants. 1890. Et pour les femmes. Ça, depuis, elles l'ont perdu. Hein. En 1900, la journée de travail de 10 heures pour les femmes et les enfants. En 1900, de 10 heures. Et il faudra attendre 1904 pour que ça soit pour tous. Mais ce n'est pas un chemin de rose, ce combat. Et que ça soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Le 1er mai 1891, il ne faut pas oublier, à Fourmies dans le Nord, manifestation pacifique d'ouvrières, d'ouvriers et d'enfants, l'armée de la République, il faut le rappeler, n'hésite pas à tirer, alors qu'il réclamait tout simplement et pacifiquement la journée de 8 heures, 9 morts, 2 minots et 3 blessés. Et bien malgré tout, malgré ces combats, malgré ces sacrifices, ils obtiennent, alors dans les mines, d'abord en 1905, la journée de 8 heures, en 1906, le repos hebdomadaire, obligatoire, et il faut attendre après la guerre de 14-18, 1919, la journée de 8 heures pour tous. Et 1920, la loi Astier, qui va intégrer l'enseignement technique professionnel dans le cadre de l'instruction publique. C'est-à-dire, ce n'est pas le patron qui va décider de la formation professionnelle, mais c'est dans le cadre de l'éducation nationale. Pour ceux qui s'étonneraient des contradictions des comportements de Jules Ferry et de ses contemporains, au pouvoir de la Troisième République, on rappellera à nouveau que l'histoire humaine n'est pas un long fleuve tranquille. En 1894 commencera l'affaire Dreyfus. Ça va radicaliser l'opposition entre les républicains et les cléricaux antisémites,
et ça va réduire les marges de manœuvre des catholiques prêts à accepter la République, comme le voulait Léon XIII ou même Jules Ferry. Enfin, Jules Ferry, il sera décédé à ce moment-là. Elle fut également un élément de cohésion parmi les instituteurs dans leur attachement au régime républicain face à l'Église catholique. Alors, le journal de la Croix du 28 janvier 1898 va attaquer Émile Zola et son J'accuse de défense de Dreyfus. En gros, alors c'est tellement tarabiscoté que je vais vous le dire, mais il faut traduire. Il ne fallait pas être grand clerc, disait le journal de la Croix, pour comprendre que la loi scolaire de Jules Ferry, qui exclut le maître d'école diplômé parce qu'il est disciple du Christ, c'est-à-dire le congrégationniste, et que la chasse au crucifix dans les écoles et les hôpitaux venait des mêmes pharisiens, c'est-à-dire les laïcs, qui persuadaient en sous-main au peuple de demander Barabbas et de voter la mort de Jésus innocent. C'est-à-dire qu'en fait, qui défend l'école laïque et qui défend Dreyfus, c'est le même combat, effectivement. Ferdinand Buisson va prendre la défense particulière de capitaine Dreyfus en 1898 et il va contribuer, dans le même mouvement, à créer la Ligue des droits de l'homme. Tout est lié, de la défense de la démocratie, de l'école, des droits sociaux des travailleurs et contre l'antisémitisme et le racisme. Et il sera président de la Ligue des droits de l'homme de 1914 à 1926. Il aura même le prix Nobel de la paix en 1927. Et c'est quand même Aristide Briand, et pas l'équipe de Jules Ferry qui va aller jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, c'est Aristide Briand, en dépit des réticences de nombre de républicains qui auraient préféré garder le Concordat. Je ne développe pas, mais c'est la loi du 9 décembre 1905 qui donc introduit la séparation de l'Église et de l'État, et donc qui rompt unilatéralement les dispositions du Concordat signé par Napoléon et le pape en 1802. 1802, 1905. Hein. On a vécu un siècle sous le Concordat, sous tous les régimes de cette époque. Alors c'est une loi de compromis qui proclame la liberté de conscience, qui garantit le libre exercice des cultes, qui institue la séparation des églises et de l'État, et qui démontre que la laïcité n'est pas une morale, une idéologie, ou une idéologie d'État encore moins, mais c'est un principe institutionnel. Séparation de l'Église et de l'État, pointe à la ligne. Alors il faudra attendre 1914, la guerre 14-18, qui va provoquer des mouvements d'union nationale pour permettre à l'Église catholique de se réintroduire dans l'union sacrée, y compris au détriment de dispositions de la loi de 1905. C'est ainsi qu'après la guerre de 14-18, quand l'Alsace-Moselle est récupérée, la loi de 1905 ne va pas s'appliquer, elle ne s'applique pas d'ailleurs. On est toujours en train de payer les clercs des trois religions, des 3 ou 4 religions, avec les impôts des citoyens. Et en 1939, le ministre Mandel, le président Lebrun, en 1939, ils vont exclure les territoires d'outre-mer de la loi de 1905. La Guyane, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Et Wallis et Futuna, je sais bien d'expérience dans mon passé de syndicaliste où j'avais eu à m'occuper du soutien aux camarades instituteurs de Wallis et Futuna. Et ils ne négociaient pas avec l'État, ils négociaient avec l'Église. Et évidemment le ministère de l'Éducation nationale. Mais Wallis et Futuna, l'Église catholique a le monopole de l'enseignement. Voilà. Après, quand on parle de liberté de l'enseignement, chacun pourra réfléchir. Il faut dire en même temps que c'est la politique coloniale du même Jules Ferry, des républicains modérés, qui a construit en Afrique et en Indochine un empire colonial qui a profité aussi à l'Église, qui introduisait ses missionnaires pour pouvoir évangéliser dans ces territoires. Et qui, pour des raisons matérielles, Jules Ferry disait, en 1890, ça c'est moins bien que d'autres citations, il disait « En Indochine, à côté d'un capital naturel aussi considérable, la nature a placé la main-d'œuvre chinoise et annamite, vietnamienne, si peu coûteuse, et les richesses d'un sol qui se prête à tout. » Il est évident aujourd'hui, avec les discussions qu'on a sur que Jules Ferry a instruit, enfin pas Jules Ferry personnellement, mais que les dirigeants de la Troisième République ont instrumentalisé l'idéal de l'école publique et des valeurs universelles de la République pour justifier le contraire de ces valeurs en développant les conquêtes
coloniale et le contraire au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui ont amené le partage du monde entre les grandes puissances impérialistes. Alors l'expansion coloniale, dont on sait qu'elle a amené à la guerre, qui a intégré, comme on l'a dit à un moment donné, l'esclavage, a permis l'enrichissement de cette même bourgeoisie française, démocrate, mais qui lui a donné aussi, d'un certain point de vue, du grain à moudre pour répondre dans son propre pays, en Angleterre, en France, aux revendications ouvrières qui, à juste titre d'ailleurs, se battaient pour leurs propres revendications. C'est dans un livre que certains peut-être connaissent, de Lénine en 1916, qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », qui a analysé toutes les conséquences de ce partage du monde et dont on vit les conséquences d'un certain point de vue, aujourd'hui même. Et je ne développe pas, chacun pense un peu à ce qu'il connaît autour de lui. Notons à propos de notre conférence que Lénine, enfin la révolution russe, le 16 octobre 1918, s'est inspiré des conquêtes de la Révolution française en faisant qu'après la victoire de la Révolution en Russie, un décret va instituer la laïcité, la gratuité totale, l'obligation scolaire pour tous, abolissant l'école tsariste fondée sur la féodalité et le pouvoir de l'Église. Alors revenons en 1882 dans la France républicaine. Il y a un début d'organisation ouvrière du Parti ouvrier français qui se constitue et qui introduit dans son programme revendicatif la revendication de la suppression du budget des cultes, ainsi que le fait que l'instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants soit mise pour leur entretien à la charge de la société représentée par l'État et par la commune. Et ce Parti ouvrier français va rappeler justement le projet de Lepelletier-Saint-Fargeau dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui avait été présenté par Robespierre. Et ça, c'est du côté politique, du côté des socialistes, des Jules Guesde. Du côté du syndicalisme et des anarchistes, Fernand Pelloutier dans le manifeste du 1er mai 1896, de la Fédération des bourses du travail, qui est constitutive de la vieille CGT, il réclamait la concession gratuite des choses indispensables à l'existence, le pain, le logement, l'instruction, le remède, démontrant que le droit à l'instruction n'était pas séparé des autres revendications ouvrières. Alors si la conquête démocratique repose sur la séparation de l'école et de l'Église, il faut bien reconnaître qu'il y a un combat qui est celui de la classe ouvrière qui consistera jusqu'à aujourd'hui, avec les enseignants, à aller plus loin dans la perspective de la séparation de l'État et de l'école, en obtenant dans un premier temps l'indépendance des enseignants vis-à-vis de l'État. Lorsqu'en 1946, les syndicats d'enseignants ont négocié l'entrée des enseignants dans la fonction publique, ils ont bien fait préciser que ça ne devait pas remettre en cause l'indépendance pédagogique des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Au contraire, on a assisté de la part d'un certain nombre de ministres de droite ou de gauche, Vincent Peillon, Jean Blanquer, Attal, que lorsqu'on devient enseignant, sous prétexte qu'on est fonctionnaire, on doit obéir à les valeurs de la République, mais en fait, les valeurs de la République, pour ces ministres-là, c'est leurs valeurs à eux de la République. L'égalité des chances, par exemple, qui remplace l'égalité des droits. Hein, l'égalité des chances, c'est quoi? Vous avez 12 millions d'élèves, l'égalité des chances permet à un certain Niel de pouvoir devenir milliardaire. Hein, c'est ça l'égalité des chances. Et ça justifie la remise en cause de l'égalité des droits. Et on est loin de la prudence avec laquelle Jules Ferry lui-même, qui s'exprimait à propos de la morale, s'adressait aux instituteurs pour leur dire comment faire. Il ne leur donnait pas des ordres, vous allez voir. Ça va? J'ai dit que votre rôle en matière d'éducation morale est très limité. Vous n'avez à enseigner, à proprement parler, rien de nouveau. Rien qui ne vous soit familier comme à toutes les honnêtes gens. Et quand on vous parle de mission et d'apostolat, vous n'allez pas vous y méprendre. Vous n'êtes point l'apôtre d'un nouvel évangile. Le législateur n'a voulu faire de vous ni un philosophe, ni un théologien improvisé. Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. Vous parlez donc à son enfant, comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre, avec force et autorité, toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la morale commune, avec la plus grande réserve,
dès que vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une campagne menée par l'Église catholique contre l'école publique, l'école du diable. Et qu'ils avaient, les instituteurs, affaire, il ne faut pas croire que toutes les situations actuelles sont nouvelles, à des élèves qui contestaient l'enseignement. Et bien, Jules Ferry ne leur dit pas allez au charbon, il leur dit au contraire. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque. Demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Et alors on peut se demander si, lorsque M. Luc Ferry était ministre de l'Éducation nationale du président Jacques Chirac, quand il a fait adopter la loi de 2004 interdisant le port du voile, M. Luc Ferry avait le droit de se réclamer de Jules Ferry pour enjoindre aux enseignants à ne pas hésiter de sanctionner le port du voile, ce qui, à mon avis, revenait à les transformer en petits théologiens improvisés, pour reprendre les termes de Jules. Alors je pense que c'est la conception de Jules Ferry et non pas de Luc Ferry, de l'école laïque, qui fait qu'en dépit de ses imperfections, tous les enseignants, les générations, les différentes générations d'enseignants, en particulier ceux qui étaient dans le mouvement syndical, les différentes organisations, ont défendu cette école, même s'ils savaient, ils connaissaient les imperfections de cette école. Seuls, à l'époque, les enseignants du PC stalinien des années 30 disaient que l'école laïque était l'école bourgeoise, pas mieux que l'école privée, et que lors du cinquantenaire des lois Jules Ferry, ils disaient « ah ben l'école laïque ». En 1934, le dirigeant de la Fédération des syndicats des membres de l'enseignement public, Marcel Vallière, pouvait écrire quelque chose qu'on pourrait reprendre aujourd'hui. Quant à nous, instituteurs unitaires, sans nous illusionner sur les vertus libératrices de l'école laïque et de l'enseignement qui y est dispensé, mais sans nier l'acquis qu'elle constitue, nous serons au premier rang pour la défendre, pour lutter contre les suppressions de postes, la rationalisation scolaire, pour imposer le rétablissement des postes supprimés, les créations indispensables, en accord avec la classe ouvrière, qu'il convient d'alerter, avec les comités de parents, les assemblées élues, les associations qui se réclament de la laïcité. C'était en 1934. Et ce sont les instituteurs de cette école laïque qui ont répondu massivement le 12 février 1934 à l'appel notamment de Léon Jouot de la CGT de l'époque, face à l'attaque des ligues fascistes contre le régime républicain. Et par rapport au danger que représentait notamment la politique du président du Conseil de l'époque, Gaston Doumergue, qui voulait redonner au président de la République la possibilité de dissoudre la Chambre des députés, sans l'accord du Sénat, et qui voulait également créer, à la place du président du Conseil, parce que le président du Conseil c'était un ministre parmi les autres, il voulait créer un Premier ministre. Quelle drôle d'idée. La grève générale de juin 1936 a soulevé tous les espoirs. Jean Zay était le ministre. Il y a un panneau relatif à l'action de Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Quand on se plaint que les enfants n'ont pas suffisamment d'enseignement artistique dans certains endroits, à l'époque, c'était l'Éducation nationale et les Beaux-Arts. Jean Zay qui sera abattu par la milice de Vichy un peu plus tard. On lui doit notamment l'obligation scolaire à 14 ans. Il y aura après, à la fin de la 4ème République, la réforme Berthoin jusqu'à 16 ans. C'est lui qui va créer le CNRS. C'est lui qui va créer le Musée national des arts et traditions populaires, qui maintenant c'est le MUSEM, le Musée d'art moderne, la Réunion des théâtres lyriques nationaux, et même le Festival de Cannes, qui n'aura pas pu se tenir à cause de la guerre, mais c'est Jean Zay, en tant que ministre de l'Éducation nationale, qui avait voulu mettre ça en place.
Et ceci dit, pas mal d'instituteurs syndicalistes, comme un dénommé Joseph Rollo, qui lui aussi, décidément, va mourir en déportation. Mais en 1939, il sortira une brochure pour se plaindre que les dirigeants des partis, notamment du Front populaire, ont été trop bienveillants à l'égard de l'Église catholique, dont la doctrine sociale a inspiré nombre de régimes fascistes et corporatistes. Et la haine des instituteurs est un critère. Je ne parle pas de pédagogie, là, je parle d'orientation politique, de ce que représente l'école. Notamment avec une citation que je vais vous faire d'un dénommé Paul Claudel, un grand poète. Paul Claudel, ambassadeur de Pétain au Japon, en Chine, qui dans son journal le 6 juillet 1940 écrit la chose suivante. Vous voyez, Paul Claudel, il n'a pas fait simplement que laisser sa sœur au fond d'un établissement sordide sous Pétain. Il a écrit la chose suivante. La France est délivrée après 60 ans de joug du parti radical et anticatholique, les professeurs, les avocats, les juifs, les francs-maçons. Le nouveau gouvernement invoque Dieu et rend la grande chartreuse aux religieux. Espérance d'être délivré du suffrage universel et du parlementarisme, ainsi que de la domination méchante et imbécile des instituteurs qui, lors de la dernière guerre, se sont couverts de honte. Restauration de l'autorité. Ça, c'est du Paul Claudel. À la Libération, les écoles normales fermées par Pétain ont été réouvertes. L'école publique laïque, en dépit de tout, vit dans la conscience collective. Je crois qu'on le voit en particulier parce que même si, depuis 1989, la réforme Jospin, le corps des instituteurs a été progressivement éliminé, dissous, remplacé par celui des professeurs des écoles, qui a l'avantage d'avoir une retraite non pas à 55 ans mais à 60 ans à l'époque, et de perdre le droit au logement. Mais on appelle toujours, je ne sais pas vous, mais moi dans notre quartier, avec les mamans, quand on discute, etc., les professeurs des écoles, on les appelle toujours des instituteurs. On dit toujours des instituteurs. Ça reste dans la conscience collective. Et je terminerai par une référence à l'ouvrage du Centre international de recherche sur l'anarchisme de Lausanne, il y en a un qui est à Marseille, qui s'appelle « Refuser de parvenir, idées et pratiques ». Et en particulier, il parle d'un instituteur du début du XXe siècle, Albert Thierry, qui est mort à la guerre en 1915. Et c'est lui qui est auteur de la formule « refuser de parvenir ». C'est pas à la mode macroniste, hein, ça. Ce n'est, alors il précise, ce n'est ni refuser d'agir, ni refuser de vivre, c'est refuser de vivre et d'agir pour soi et aux fins de soi. Fils de maçon parisien, il avait fait ce qu'on appelle de brillantes études. Mais il avait choisi de rester maître d'école. Il voulait rester primaire par fidélité à la classe ouvrière. Il partageait les idées de son aîné, Fernand Pelloutier, artisan des bourses du travail en France, et qui furent à leur naissance et à la fois des agences d'emploi, des écoles syndicales et professionnelles, des bibliothèques, des centres de culture et de loisirs. À la différence de certaines universités populaires, elles ne poussaient pas les ouvriers à sortir de leurs conditions, mais à l'assumer avec fierté. Alors je cite l'ouvrage, « Nous ne sommes pas des classes pauvres, nous sommes pour beaucoup d'entre nous des produits de la démocratisation des études, mais nous ne voulons pas de pseudo-débouchés que cela prétend nous offrir. Nous n'entendons pas faire carrière, nous voulons partager ce que nous avons appris. » Est-ce que ce n'est pas en vérité l'objectif que devrait se fixer une école publique laïque entièrement tournée pour les intérêts du peuple? C'est une question que je vous livre. Et je vous remercie de votre attention, même si j'étais un peu long. Merci.